doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 7 avril 2023 à présentiel 93e réunion du Conseil de ministres qui s'est tenue à la Cité de l'Union africaine. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Premier point, communication du président de la République. 2 points d'information. 3, approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. Pour découvrir les 2 derniers points inscrits à l'ordre du jour, suivez la lecture du compte-rendu de la dite réunion par le biais du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya. Commencé à 13h12. La réunion s'est terminée à 16h51. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 7 avril 2023 la 93e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Le président de la République a rappelé au gouvernement son engagement pris lors de la dernière conférence de gouverneurs tenue à Mbandaka en décembre 2022 sur la nécessité d'impulser la Caisse nationale de péréquation et de veiller à son opérationnalisation afin de se conformer aux prescrits de la Constitution et de la loi portant organisation et fonctionnement de la dite caisse. Le gouvernement devrait mettre à la disposition de cette institution les ressources financières indispensables tant pour son fonctionnement que pour le financement des différents projets d'investissement public qui auront pour objectif d'amorcer les processus de correction des disparités de développement entre les provinces d'une part et les entités territoriales décentralisées d'autre part. Pour le président de la République et dans le strict respect de la Constitution, la Caisse nationale de péréquation devrait sans relâche veiller à réduire les inégalités spatiales persistantes par marque de politique volontariste, à redynamiser les économies locales par la construction d'infrastructures publiques en soutien aux avantages comparatifs naturels du fait de la présence notamment des terres arables, de rivières et des cours d'eau favorables aux activités de pêche, à transformer les conditions et les cadres de vie de nos populations dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et les services sociaux de base. Le président de la République a instruit le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre de la Décentralisation et Réformes institutionnelles, ainsi que le ministre des Finances, sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement, d'agir chacun en ce qu'il concerne pour l'opérationnalisation effective de la dotation en fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la situation des maraîchers de l'Interland de la ville-province de Kinshasa. Le président de la République s'est dit préoccupé par les cris de détresse de maraîchers de l'Interland de la ville-province de Kinshasa, qui se plaignent non seulement de la réduction de l'espace où ils opèrent au bénéfice de la construction des maisons d'habitation, mais aussi des traitements indignes dont ils sont victimes. Ces cris de détresse et contre l'injustice ne devraient pas rester sans solution.
Le président de la République a rappelé au gouvernement le devoir citoyen de valoriser ces métiers qui non seulement permettent aux paisibles citoyens de vivre et de survivre, mais aussi qui rendent de service à la communauté. C'est ainsi qu'il a chargé le vice-premier ministre des Infrastructures, Sécurité et Affaires coutumières, de mettre en place une commission en collaboration avec le cabinet du président de la République, avec l'appui du ministère de la Défense nationale, qui comprendra les ministères de l'Urbanisme et Habitat, Affaires foncières, Agriculture, Développement rural, Pêche et élevage, ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, en vue de proposer des pistes et des solutions idoines pour répondre à ces revendications, du reste fondées, et c'est dans un délai relativement court. En attendant, chaque autorité publique concernée devrait prendre des dispositions pour que nulle action ne dérange le travail de la Commission. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur le rappel pour le lancement des travaux de la route de la Passion reliant la route nationale numéro 1 à la cité sainte d'Nkamba. Le président de la République a rappelé qu'au cours de la 90e réunion du Conseil de ministres, il a attiré l'attention du Conseil sur l'importance de lancer les travaux de construction de la route dite de la Passion, reliant la route nationale numéro 1 à la cité sainte de Nkamba. Pour accélérer ce projet urgent, le président de la République a demandé au Premier ministre de finaliser la procédure d'approbation de la demande de non-objection lui soumise et de s'assurer de la diligence quant à sa poursuite auprès de tous les ministres concernés afin que ces projets passent à la phase de la réalisation en début de mois prochain. Dans la suite de la communication du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement l'a complété autour de quelques points, notamment il a remercié le président de la République d'avoir honoré la mémoire de Simon Kimbangu, ces vaillants fils de notre pays, dont le combat continue de servir de repère historique dans la noble lutte pour l'émancipation de l'homme noir. La commémoration officielle de la date du 6 avril de chaque année est la concrétisation d'une promesse qui prouve une fois de plus l'essence du respect de la parole donnée par le président de la République et en même temps sa volonté de réconcilier la mémoire nationale. À cette occasion, le Premier ministre a rappelé aux ministres sectoriels, principalement celui de l'enseignement primaire, secondaire, technique, ainsi que celui de l'enseignement supérieur universitaire, la nécessité d'actualiser dans le programme de l'éducation nationale les thématiques relatives à toutes ces figures de notre histoire commune. Dans la même perspective, se référant au programme d'action du gouvernement, il a attiré l'attention de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine sur l'urgence et la nécessité de poursuivre le travail de valorisation des sites historiques et de l'érection des édifices et mémoriaux. En deuxième lieu, le Premier ministre a informé le Conseil de la réunion extraordinaire du comité de pilotage des Jeux de la francophonie qu'il a tenu dans un format élargi au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ainsi qu'au ministre de la Communication et des médias. Cette réunion lui a permis de passer en revue les processus organisationnels, l'état d'avancement des travaux sur les sites de jeux, la participation de nos athlètes ainsi que celle de nos artistes. Tout est mis en place pour que ces jeux se déroulent dans les conditions définies dans les cahiers de charges. En troisième lieu, le Premier ministre a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de proposer une nouvelle approche post-crise économique devant faciliter la transition de l'économie informelle vers un nouveau modèle formel. À cet effet, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, ainsi que celui de l'entrepreneuriat et PME, celle de la formation professionnelle aussi, ont été chargés de présenter dans le prochain jour au Conseil des ministres les termes des références de cette problématique pour des actions concrètes devant enclencher ces processus de formalisation de l'économie nationale. Dans les mêmes élans, le Premier ministre chef du gouvernement a encouragé la poursuite du processus de rationalisation et de mise à jour de l'ordonnance numéro 79/021 du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce et du commerce d'État en République démocratique du Congo afin que l'ordre
reviennent dans ces secteurs et que force reste à la loi. Afin de se conformer aux instructions du président de la République, chef du gouvernement, sur la sous-traitance au profit des entrepreneurs nationaux, en vue de l'émergence de la classe moyenne, le Premier ministre, chef du gouvernement, a invité le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale et d'autres ministres sectoriels, particulièrement ceux de la commission ECOFIN du gouvernement, de se pencher sur cette double problématique de l'exercice du petit commerce et de la sous-traitance dans notre pays pour un examen approfondi assorti des actions à mener à court terme en vue de la mise en œuvre des lois en la matière. En dernier lieu, le Premier ministre chef du gouvernement a, avec l'autorisation du président de la République chef de l'État, accédé à la demande du ministre des Finances de soumettre au Conseil pour examen urgent 2 projets de loi autorisant la ratification de 2 accords de crédit signés avec l'Association internationale de développement IDA du groupe de la Banque mondiale. Il s'agit de projets de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 7284-ZR signé en date du 30 mars 2023 en faveur de l'apprentissage et l'autonomisation des filles pour un montant de 400 millions de dollars américains, ainsi que de l'accord de financement 7288-ZR de la même date au titre d'appui budgétaire pour un montant de 500 millions de dollars américains. Compte tenu de l'urgence et de l'intérêt pour notre pays à ratifier sans délai ces 2 accords, le Conseil a, après débat et délibération, adopté ces textes. Chapitre 2 du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire, qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République dans les provinces sous état de siège. Durant la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été dominé notamment par les déplacements massifs de population fouillant les exactions de terroristes M23 et RDF. Les attentes concernant les retombées du remaniement gouvernemental du 23 mars 2023 au regard de la situation économique, sécuritaire et celle liée à l'activisme des terroristes du M23 et leur soutien des ADF. La persistance de l'insécurité consécutive aux conflits intercommunautaires, Lendu et Ema dans la province de l'Ituri, ainsi que l'extension du conflit intercommunautaire Tekeyaka dans le territoire de Kwamut et qui a atteint la province du Kwilu et une partie de la ville-province de Kinshasa. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est revenu sur les préoccupations sécuritaires signalées dans le déroulement des opérations d'enrôlement par les électeurs dans les provinces du Kasaï oriental dans la zone opérationnelle 2, Ituri et Nord Kivu dans la zone opérationnelle 3. Il a rassuré que des dispositions ont été prises afin de renforcer la sécurité autour des 10 sites d'enrôlement en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante. Le vice-premier ministre a terminé son allocution en revenant sur quelques catastrophes qui ont survenu dans les pays, notamment l'écoulement des terres le 2 avril 2023 dernier à Boulois, en territoire de Massissi, et qui a conduit à la mort d'une vingtaine de compatriotes et des dégâts matériels, les chavirements à la suite d'une surcharge dans la nuit du 3 au 4 d'une embarcation motorisée au village de Boando sur les lacs Yvon, territoire d'Idjui, ainsi que le naufrage d'une pirogue motorisée le 3 avril sur la rivière Ituri en groupement Telouri, province de l'Ituri. Le Conseil a pris acte de ces rapports. En complément au rapport du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, concernant la situation sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a informé le Conseil du fait que la situation sécuritaire reste préoccupante et caractérisée par la poursuite du déploiement de la force de l'Eastern African Community dans la province du Nord Kivu, la poursuite du retrait des M23 RDF de l'ouest vers l'est en direction de collines de Tchanzu, Runyoni, Buguza, Musunga, Tsika, Komando et Bikenge,
La récurrence de l'activisme des terroristes ADF-MTM dans les secteurs opérationnels Soukolan 1, Grand Nord et Ituri. L'intensification des affrontements intercommunautaires en Ituri ainsi que la situation sécuritaire dans le Tanganyika. Dans le cadre de la diplomatie de la défense, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a informé le Conseil de la tenue le 1er avril 2023 à Bujumbura de la 36e réunion du Conseil sectoriel en matière de coopération des défenses de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. À cette réunion, consécutive à celle des chefs des renseignements militaires et des chefs d'état-major général ou chefs des forces de défense, la République démocratique du Congo a été représentée par le vice-ministre de la Défense. Au cours de ces assises, la RDC a sollicité et obtenu la tenue d'une réunion extraordinaire de ministres de la Défense des pays membres de cette communauté à Goma, qui devra statuer sur l'évolution de la situation sur terrain, clarifier certains malentendus et critiques contenus dans les rapports des chefs des renseignements et des chefs d'état-major en vue de redorer l'image de la force régionale et de repréciser son mandat dans l'accord sur les statuts des forces et en cours de renouvellement. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rappelé la détermination du gouvernement à suivre de près et à mettre fin à toute forme de situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Aucun effort ne sera ménagé pour cette fin. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Abordant le chapitre sanitaire dans ses volets points d'information, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a présenté la situation sanitaire du pays et a centré sa communication autour de 3 points, notamment la problématique et la mise en œuvre du programme de couverture santé universelle, l'alerte sur les déversements de l'acide sulfurique dans la rivière Kazaza, dans la zone de santé rurale de Kambov en province du Haut-Katanga, ainsi que sur la situation épidémiologique ou sur les 3 fronts d'épidémie de monkeypox, de choléra ou de Covid, les choses sont restées stables. Et le Conseil a pris acte de sa note d'information. Intervenant sur ces chapitres, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a présenté au Conseil les dossiers des faussaires qui fabriquent des faux documents avec en tête de ministère caché sec et imitant la signature des autorités du pays dont elle a été plusieurs fois victime. Elle a déploré le fait que les personnes identifiées sur ces faux documents ne sont ni membres de son cabinet, encore moins membres de l'administration dont elle a la charge. Ils ont été appréhendés pour la plupart avec le concours du parquet général de grande instance de Kinshasa. Un autre cas de trafic qu'elle a déploré est celui du faux contrat de concession forestière conclu le 15 juillet 2021 entre la République démocratique du Congo et la société Mbanza Wood SRL, renseignant une superficie de 155 000 hectares, localisée dans les secteurs de Bakumu Mangongo à territoire de Bundu dans la province de la Chopo pour une durée de 25 ans. Les dossiers a aussi été portés en justice. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a voulu attirer l'attention des membres du Conseil sur l'existence de ces pratiques frauduleuses qui touchent à la sécurité nationale. Il n'est pas exclu que plusieurs autres institutions de la République en soient victimes. Elle a sollicité et obtenu l'implication de l'ensemble du gouvernement pour démanteler ces réseaux avec leurs ramifications dans toutes nos administrations centrales et locales afin de décourager ces pratiques qui ternissent l'image de notre pays. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Toujours sur ces chapitres de points d'information, résolution de la réunion de ministres en charge de l'emploi et travail et partenaires sociaux de la SADC. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a fait la restitution des résolutions de la réunion de ministres en charge de l'emploi et du travail et des partenaires sociaux de la SADC tenue à Kinshasa le 30 mars 2023. Les résolutions qui en ressortent visent à améliorer et à renforcer les capacités des États membres en matière de stratégie macroéconomique et sectorielle favorable à l'emploi et au développement des politiques communes en matière d'emploi. C'est le cas du projet de protocole de la SADC sur l'emploi et le travail
qui a été examiné et approuvé. Il est en instance de transmission au comité des ministres de la Justice pour approbation juridique avant de le soumettre au Conseil de ministres de la SADC pour adoption et au sommet des chefs d'État pour signature. Par ailleurs, les ministres et partenaires sociaux ont exhorté les États membres à lever les défis qu'ils rencontrent dans le cadre du processus de la mise en œuvre du plan d'action sur la migration de la main-d'œuvre au besoin avec l'appui de la SADC et autres partenaires techniques pour ce qui concerne essentiellement la République démocratique du Congo. Au nombre des défis qui devaient impérativement être relevés, il y a entre autres la problématique de la reconnaissance et la portabilité des prestations sociales, c'est-à-dire la possibilité pour un travailleur de s'émouvoir au sein de la région tout en conservant ses prestations de sécurité sociale. À ces sujets, l'Organisation internationale du travail, à travers le projet Southern African Migration Management, est disposée à accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de lignes directrices de la SADC sur la portabilité des prestations de sécurité sociale. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 92e réunion tenue le vendredi 31 mars 2023. Au quatrième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, 2 dossiers ont été soumis. Le premier, sur la situation des finances publiques. Le ministre des Finances a commencé par brosser la situation des finances publiques, dont les tableaux se présentent comme suit. S'agissant des recettes, celles mobilisées du 1er au 31 mars 2023 sont de l'ordre des 1217,4 milliards de francs congolais sur des prévisions de 1384,1 milliards de francs congolais, portant ainsi le taux d'exécution à 88%. La situation cumulée au premier trimestre 2023 présente un montant total de recettes de 3 340 milliards de francs congolais sur les prévisions cumulées de 3 556 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 93,9%. Comparé aux recettes réalisées au premier trimestre 2022, qui étaient de l'ordre de 3 323 milliards francs congolais, il se dégage une petite augmentation de 16,8 milliards de francs congolais. La faible performance de la DGRAD est la principale explication de la non-atteinte des assignations en mars. Ainsi, pour améliorer les niveaux de recettes, le ministère des Finances compte sur les conclusions des différents dossiers de contentieux en cours dans les régies financières, ainsi que le retombées des missions mixtes de contrôle de la DGRAD dans les secteurs de mines et de l'environnement. Le ministre a également annoncé les dénouements du contentieux fiscal sur le superprofit avec le groupe minier Glencore. Toujours au titre de la mobilisation des recettes, le ministre a rappelé à l'attention des membres du gouvernement l'obligation de tous les contribuables de procéder à la déclaration individuelle de l'impôt professionnel sur les revenus IPR au titre de l'exercice 2022 conformément aux nouvelles dispositions en vigueur. En ce qui concerne les dépenses publiques, au mois de mars 2023, elles se sont chiffrées à 1381 milliards de francs congolais, dont 46%, soit 631 milliards, ont été affectés aux rémunérations. Ceci est dû notamment au paiement au cours de ce mois du solde des rémunérations du mois de février 2023 et une bonne partie du mois de mars. Pour ces derniers, près de 250 milliards de salaires ont été reportés pour être payés en avril 2023. Au cours du mois de mars, 30 millions de dollars ont été mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante au titre d'acompte à sa première dotation de l'année 2023. Une seconde mise à disposition de 30 millions vient d'être ordonnancée en ces débuts de mois d'avril. Le ministre des Finances a été sur ces chapitres complété par le ministre d'État, ministre du Budget. Sur un autre chapitre, il est revenu sur l'urgence pour le gouvernement d'acquérir une plateforme de contrôle des volumes de trafic des revenus des opérateurs et des services du mobile money,
et c'est dans le but de collecter et maîtriser par plateforme digitale l'exhaustivité et l'intégrité des données, de recharge en crédit effectués sur les réseaux télécoms, de corrélation entre les trafics déclarés et les recharges, donc les revenus, les transactions mobile money, dont certaines sont imposables, ne sont pas monitorées à ces jours de manière automatique et restent encore du domaine du déclaratif simplement. Pour le ministère des Finances, il est question d'assurer d'une justice fiscale qui veut que tous les contribuables payent leur juste part d'impôt qui ne soit ni exagérée ni minorée. Faisant l'état des lieux du programme du gouvernement avec le Fonds monétaire international, le ministre des Finances a indiqué qu'à ce jour, 3 revues ont été conclues avec succès et des avancées notables ont été enregistrées. Actuellement, les discussions avec les services du Fonds portent sur la conclusion de la 4e revue dont l'évaluation a pour base les données à fin décembre 2022. Les tensions observées sur le marché de change au début de l'année et les pressions qui s'exercent sur les dépenses courantes font partie de principales préoccupations du Fonds pour lequel les échanges vont se poursuivre en marge des assemblées de printemps prévues du 10 au 16 avril prochain à Washington, D.C. À cette même occasion, le gouvernement va poursuivre les discussions avec les services du FMI au sujet de la demande de notre pays de bénéficier de ressources du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité, l'objectif étant de conclure ce programme au moment de la conclusion de la 4e revue. Après débat et délibération, le Conseil a adopté les différents points de ces dossiers. Deuxième dossier soumis à l'examen du Conseil des ministres de ce jour. Chronogramme pour la réalisation urgente d'une clôture autour de l'aéroport de Loano. Le ministre de Transport, Voies de communication et des désenglavements a soumis au Conseil le dossier relatif à la certification de l'aéroport de Lubumbashi, communément appelé aéroport de la Loano. En effet, lors de la 90e réunion du Conseil des ministres, tenue le 10 mars 2023, le président de la République avait appelé à la prise de mesures idoines urgentes afin de garantir la mise en conformité nationale et internationale de l'exploitation de l'aéroport de Lubumbashi pour accéder à la satisfaction de la norme dite certification en vue de se conformer aux exigences nationales et aux normes internationales de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. L'un des avantages de cette action est de pallier la menace contre l'intégrité de cet aéroport en général et contre la sécurité des opérations aériennes en particulier, menace consécutive à l'accroissement démographique de la population de Lubumbashi et l'expansion urbaine et périurbaine. À ce jour, il demeure donc impérieux d'ériger la clôture de l'aéroport et de les certifier à priorité. Le ministre des Transports a informé le Conseil que des dispositions ont été prises pour que un prestataire puisse rapidement commencer à travailler suivant les normes et qui construise une clôture de 21 km avec une hauteur réglementaire de 2,50 mètres, soit 2,50 mètres. Voilà. Le ministre de Transport a conclu son propos en présentant l'évolution du processus de certification de cet aéroport. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, un texte a été présenté, projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours, prenant cours le 18 avril 2023. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Commencé à 13h12. La réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h51. Je vous remercie.
doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Clébo!